Le deuxième épisode de She-Hulk est disponible, on sait qu'il s'agit d'une comédie d'un format court, mais avec 21 à 22 minutes de contenu effectif, il en ressort une impression de trop peu pour une diffusion hebdomadaire. Certaines références de l'épisode ont déjà enflammé internet, mais calmons-nous, on n'est pas prêt de voir débarquer Wolverine dans la série, enfin je pense pas. Cet épisode est fortement inspiré de certains numéros du run comics Sensational Hulk de Byrne et on y suit les déboires professionnels de Jennifer Walters dont l'envie de poursuivre une vie normale est totalement écrabouillée par la révélation de ses pouvoirs. Et dès le début, on a l'illustration de ce que disait Bruce, ce ne sont généralement pas les super qui décident de leur nom, mais le public, avec She-Hulk utilisé par le témoin transformé en She-Hulk par le journaliste de terrain. Jennifer ne manquera pas de faire remarquer qu'elle devient de fait une sorte de sous-marque dérivée de Hulk, ce qui est évidemment le cas dans les comics, et ce qui rend l'observation d'autant plus drôle et acide. On apprend dès l'intro que Titania serait une influenceuse dotée de pouvoirs, ce qui donne tout de suite le vertige en imaginant de nouvelles émissions, comme par exemple la Villa des cars brisés, avec des candidats qui détruiraient des autobus par des pieds amoureux. Que ce soit dans son bar favori ou ensuite au travail, il ressort que Jennifer a perdu le peu de maîtrise qu'elle pouvait avoir bâti quant à l'opinion du reste du monde sur elle et sur les attentes placées sur ses épaules. Tout a été chamboulé par sa nouvelle apparence et ce qu'elle inspire aux autres. Ayant perdu la neutralité dans les perceptions qu'elle suscite auprès d'une audience, d'un jury, elle n'est plus jugée justement comme employable et on peut sans doute y voir un commentaire sur la façon dont la société va appliquer, souvent sans l'avouer, diverses sanctions ou privilèges aux individus en fonction de leur apparence physique au sens large et des a priori négatifs ou positifs qui y sont associés. Et oui, des études ont ainsi démontré que les gens qui entrent dans les canons de beauté de l'époque ont plus de chances d'atteindre la réussite professionnelle, sociale, sans même entrer dans les discriminations aux faciès, que ce soit à l'embauche pour une location de logement ou même l'accès à un emplacement de plage privée. On peut remarquer en VO la façon dont le collègue insupportable de Jennifer désigne par le pronom neutre « it » la jolie fille qu'il part aborder dans le bar, un pronom généralement utilisé pour désigner les animaux. Revenons à des considérations plus légères avec l'écran d'ordinateur de Jennifer alors qu'elle envisage un nouveau départ comme mascotte d'un village suisse. Pourquoi pas? Parce que bon, déjà à mon avis, mascotte d'un village suisse c'est un super boulot, surtout quand on n'a pas besoin de porter de costumes chauds et encombrants. Mais par ailleurs, c'est vrai que je me suis amusé à me poser la question, est-ce qu'il pourrait s'agir du même village suisse qu'on avait pu voir dans Moon Knight? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bien évidemment, ce qui a retenu l'attention avant tout sur cet écran, ce sont les titres d'articles proposés dans la colonne de droite. Forcément, quand on a la mention d'un homme qui se bat dans un bar avec des griffes métalliques, on pense immédiatement à Wolverine ou Serval pour les fervents défenseurs de sa francisation d'antan. Alors là, je vous arrête tout de suite, selon moi, aucune chance de voir débarquer Logan dans cette série, d'autant plus que le personnage n'a même pas encore été casté, à ma connaissance du moins, par Disney. On sait bien que les mutants et les X-Men en particulier finiront par arriver dans le MCU, mais pour le moment, on n'en sait guère plus. On a eu le mot mutation prononcé dans le dernier épisode de Miss Marvel, et bien sûr les caméos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui pavent la voie à cette introduction, attendue depuis fort longtemps. Dans un MCU qui fait toujours autant d'entrées en salle, mais qui semble montrer des signes d'essoufflement en termes d'inspiration et de sincérité, d'enjeux dramatiques dans l'approche de certains personnages, l'apport des X-Men et des 4 Fantastiques pourrait être majeur pour propulser cette franchise sur les 10 prochaines années ou plus. Peut-être qu'une annonce arrivera à la présentation D23 du 9 au 11 septembre prochain, pas impossible. Outre l'article sur les griffes, on a la mention au Céleste pétrifié durant le film Eternals. Étant donné sa taille, il est temps qu'il fasse parler de lui dans les médias, mais bon, on est dans une version de la Terre complètement habituée aux phénomènes les plus absurdes et incroyables. Le dîner de famille de Jennifer était plutôt réussi dans le mélange entre moments gênants, remarques blessantes et véritable soutien en tête-à-tête avec le père dans le garage. La mère de Jennifer semble particulièrement insupportable, malheureusement, pour notre héroïne involontaire. Et je pense que la mention du numéro de téléphone de Jennifer qui a été donné pour obtenir des conseils de super-héros devrait ressurgir plus tard dans la saison, et je me demande même si cela ne pourrait pas correspondre à Frogman, un héros complètement débile qu'on pouvait deviner dans la bande-annonce de la série. Peut-être que la notion de stylisme pour She-Hulk reviendra aussi en supposant que Jennifer veuille se prévoir une sorte de petite tenue adaptée en cas de combat. On remarque la diffusion d'un épisode d'Ally McBeal sur l'écran du bar, directe inspiration de la série, comme évoqué dans ma première vidéo sur le premier épisode.
Tout comme son apparence l'avait renvoyé sur le marché du travail, c'est encore celle-ci qui lui obtient son nouveau boulot, même si son employeur reconnaît initialement qu'elle allait leur faire perdre leur procès juste avant qu'elle ne doive sauver le jury, donc au moins il reconnaît sa compétence d'avocate. Alors oui, il y a des comics dans une pièce, super, mais surtout un collègue charmant qui vient lui apporter un panier de bienvenue dans l'entreprise avec l'itinéraire vers les meilleurs WC pour faire caca. Un trésor des plus précieux, même si, comme tout le monde le sait, les femmes ne font jamais caca, hein, ça c'est un truc de mec uniquement, le caca. La prison dédiée aux super n'est pas nouvelle pour les spectateurs de Miss Marvel, et de ce fait, on peut directement craindre quant à son véritable niveau de sécurité, si on en croit les événements de cette série. Après une petite référence un peu facile au Silence des Agneaux suite aux recommandations du garde, on retrouve un Emil Blonsky qui est forcément différent, même s'il s'agit bien sûr du même acteur que dans l'incroyable Hulk, à savoir Tim Roth. Et on peut dire que le point de vue présenté par Emil Blonsky tient plutôt la route, en mode c'est le gouvernement qui m'avait demandé de chasser un monstre, etc. Même si nous savons en tant que spectateurs qu'il était quand même essentiellement motivé par la soif de puissance et de domination au combat, quelles que soient les conséquences dans sa chasse au Hulk. Et au passage, ce qui retient un peu mon attention dans le design de cette prison, ce sont les lasers rouges, la façon dont Jennifer traverse un rideau de laser, et ceux qui semblent entourer la prison de Blonsky me font certes penser à une arme anti-gamma, mais surtout à l'éventualité du Hulk rouge. En effet, je pense que le plus gros coup que pourrait éventuellement jouer cette série serait l'introduction d'une version de Hulk rouge, et ce que cela pourrait impliquer pour les Thunderbolts. Alors certes, ça ferait double emploi avec l'abomination à Hulk rouge, et de ce fait, il est bien possible que cette supposition de Red Hulk en demande encore trop à cette série en termes d'impact pour le reste, sachant bien évidemment, et je le rappelle au cas où, qu'il est plus important déjà de faire une bonne série que d'introduire des éléments importants pour le reste du MCU. Et justement sur ce point, la révélation du départ de Bruce dans l'espace à la fin du coup de téléphone avec sa cousine vient renforcer l'idée d'un voyage vers Sakaar et la possibilité de l'introduction de son fils et d'une forme d'adaptation de World War Hulk, mais bon là encore, mieux vaut ne pas s'emballer trop vite sur la question. La meilleure vanne de l'épisode, soulignée par un bon regard de Jennifer en connivence avec les spectateurs, vient avec Bruce qui dit qu'il était littéralement une autre personne durant les événements de l'incroyable Hulk, tout ça pour jouer avec le changement d'acteur et le remplacement d'Edward Norton par Mark Ruffalo. La révélation de la participation de l'Abomination à un combat clandestin contre Wong, celui qu'on a vu dans Shang-Chi, ne devrait pas aider Jennifer et annonce évidemment le caméo de Wong dans l'épisode 3. La scène post-crédit de cet épisode 2 n'a pour seul intérêt que d'inscrire les pouvoirs dans un traitement très quotidien et domestique, rien de foufou. Pour le moment, la série se regarde tranquillement sans proposer de passages suffisamment drôles, caustiques ou excitants pour être comparé aux productions Disney+ les plus abouties comme Loki ou WandaVision, en tout cas côté MCU. L'arrivée de Matt Murdock par la suite pourrait éventuellement relever le niveau, et nous verrons bien, c'est même pas sûr. Et si le t-shirt que je porte vous intéresse, avec un autre gars qui casse le 4e mur, eh bien je vous trouverai un lien en description de la vidéo et ça soutient bien sûr la chaîne au passage. Je n'ai pas totalement abandonné l'idée de parler de Sandman, une série très différente et plutôt envoûtante, disponible sur Netflix. Il faut juste que je trouve le temps de le faire correctement. Et bien sûr, si vous ne voulez pas que je mange votre foie avec un petit Chianti, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 2, à laisser un pouce en l'air, toutes ces choses incroyables qui permettent de soutenir une vidéo sur YouTube. Et on se retrouve au plus tard lundi pour la vidéo dédiée à l'épisode 2 de House of the Dragon, la série préquelle de Game of Thrones qui commence fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!